Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette 4e saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez Equiresources est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expériences avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Bonjour et bienvenue à cette table ronde pour un sujet qui fait débat. Le niveau de compétence est-il en baisse ou est-ce un sentiment des anciennes générations envers les nouveaux professionnels? Et qu'en est-il chez les cavaliers? Lors de ma thèse, je me suis intéressée à l'adéquation entre la formation et l'emploi pour les métiers des sports équestres et des courses hippiques, et donc à la construction de la compétence pour ces professionnels de terrain qui ont choisi des métiers empiriques. Qu'est-ce qu'on entend par métier empirique? Eh bien, ce sont des métiers qui sont davantage basés sur l'expérience, l'observation et la sensation que sur la théorie et le raisonnement. Si j'ai pu observer des professionnels expérimentés déplorer le niveau des jeunes professionnels, j'ai aussi pu constater que le manque de considération de l'environnement de travail pour rendre compétent et du temps nécessaire à l'acquisition des connaissances et de la fabrication de la compétence des gens de chevaux. Donc vous l'aurez compris, j'ai ma petite idée sur la question, mais je souhaitais débattre de ce thème avec deux personnalités qui pourront, chacun à leur manière, apporter des éléments de réponse. Nous accueillons Maud Atano-Chalvidan, qui est professeure d'université en sciences de l'éducation et de la formation, spécialiste de la formation des adultes. Ses sujets de recherche portent sur le développement des compétences et la construction des identités professionnelles, mais aussi sur les différentes formes d'apprentissage et de savoir dans l'activité, ce que l'on appelle des savoirs expérientiels. Bonjour Maud. Bonjour Charlène. Notre second invité est Francis Mas. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes un ancien cavalier professionnel spécialiste des jeunes chevaux, mais aussi et surtout formateur de cavaliers, en plus d'être un coach indépendant. Ma première question, elle va porter sur la définition et la construction de la compétence. Maud, qu'est-ce que la compétence et comment on devient compétent ? Alors, c'est une question qui est assez difficile, donc je vais essayer d'être brève et synthétique. Ce qu'on appelle la compétence, c'est par rapport au savoir théorique, au savoir livresque, c'est le savoir en action, le savoir en acte. C'est-à-dire que la compétence, c'est difficile de l'anticiper, elle ne se révèle que dans l'activité réelle du travail. Donc, quand on est en formation, c'est un peu un raccourci, parfois, de dire, voilà, on forme la compétence, on va faire de vous des professionnels compétents, puisque la formation est un milieu un petit peu protégé, et que là où se révèle la compétence, finalement, c'est le terrain. Comme je le dis parfois aux étudiants, à diplôme égal, à certification égale, ça ne prédit pas forcément le professionnel que vous deviendrez, parce qu'il y a tous les paramètres du travail, qui sont des paramètres complexes, qui rendent difficile aussi cette mise en œuvre de la compétence. Alors la compétence, il y a plein de théories, il y a plein de définitions. Il y en a qui disent que c'est une intelligence pratique, que c'est une intelligence de l'action. Donc voilà, je m'arrête là pour ce premier niveau de définition, mais en général, c'est vrai que la compétence, elle est très fortement liée à l'agir, au faire et à la personne qui la met en œuvre. Voilà. Et alors sur le deuxième volet de la question qui est comment on la transmet, alors là c'est très difficile, ça reste un petit peu, je dirais pas énigmatique, mais en tout cas il y a une énorme littérature scientifique sur ce sujet parce que effectivement on voit bien que la compétence c'est pas de la prescription, la compétence c'est pas un savoir descendant. Voilà, il faut expérimenter, faire, avoir un retour sur ce qu'on fait, etc., etc. Et même ça ne garantit pas forcément la compétence tout au long du parcours professionnel. Parce que la compétence, c'est pas une fois
acquis une fois pour toutes, quoi. C'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que la compétence, ça s'entretient, ça évolue, c'est dynamique. Donc on a un objet difficile là à caractériser. Et effectivement, la question, c'est, on sait qu'on peut alimenter la compétence par des savoir-faire, du savoir théorique. Et le savoir n'est pas du tout antinomique avec la compétence. Au contraire, la théorie peut tout à fait alimenter la compétence. Mais maintenant, comment elle va se déclencher dans le travail, comment elle va se déclencher dans l'activité pour celui qui travaille, ça c'est une question très difficile et sur laquelle il y a encore beaucoup d'inconnus et de points aveugles. Merci Maude. Alors là, il y a quelque chose vraiment qui me vient tout de suite en tête, Francis, parce que donc vous formez des cavaliers qui eux-mêmes forment des chevaux. Est-ce que c'est finalement un métier qui est encore plus difficile dans le sens où on doit aussi rendre le cheval compétent dans son travail ? Oui, c'est ça qui est très difficile. Et d'ailleurs, il faut faire attention de ne pas mélanger tous les métiers du cheval. C'est un peu différent dans le milieu des courses par rapport au milieu du cheval de selle. Parce que le métier du cheval de course est resté beaucoup plus professionnel, parce qu'il est adjoint à la nécessité de réussite. Une entreprise de course ne peut pas fonctionner s'il ne gagne pas des courses. Et puis parce qu'un cheval, il finit sa carrière assez tôt, c'est-à-dire à 5-6 ans, pour le trotteur un petit peu plus. Le cheval de selle, c'est l'inverse, il commence sa carrière à 4 ans ou 5 ans, il a fini parfois à 15, 16, 17 ans. Et que la formation d'un cheval de course se fait en 1 an, pratiquement, même s'il progresse par la suite, alors que nous, il nous faut 5 à 6 ans pour former un cheval de Grand Prix. Donc la technicité est un peu différente. Alors, ça ne veut pas dire opposer les uns aux autres, mais de faire comprendre que la transmission des savoirs va être différente d'un métier à un autre, parce que les exigences sont différentes. Et il est bien évident que quand on veut rentrer dans le milieu du cheval de selle, que ce soit dressage, les complets ou obstacles, que les objectifs sont très lointains, puisque du débourrage à 3 ans, les premières épreuves de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, puis les épreuves de choix adultes, etc. En fin de compte, vous avez une formation d'un cheval se fait sur 5 ou 6 ans, en travaillant pratiquement tous les jours. Et donc, on demande aujourd'hui à des élèves qui sortent de formation d'1 an, à être compétents dans des écuries qui ont des besoins beaucoup plus importants. Et c'est pour ça que la transmission des savoirs, et pour l'instant, ne se fait plus vraiment des centres de formation, à part quelques-uns. Ici, c'est un des meilleurs au pain quand même. Je vous dirai plus tard pourquoi. Mais dans la plupart des formations, les gens sortent de lycées agricoles ou de clubs et ils n'ont pas, à part le plaisir des chevaux et l'envie de travailler dedans, ils n'ont aucune idée de la réalité du terrain. Et ils tombent chez des professionnels qui, eux, ont besoin d'avancer. Et donc, il y a un écart énorme entre les gens qui sortent de formation ou qui sont en formation alternée avec des professionnels qui, à la limite, n'ont pas besoin de ces personnels-là. Donc, soit qu'ils les sous-emploient, soit qu'ils les maltraitent, soit qu'ils n'en ont pas besoin. Donc ça, il faudra revoir certainement une organisation différente par la suite, mais ce n'est pas encore le sujet. Donc la transmission des savoirs ne peut se faire que de 2 façons en équitation, par des personnes qui ont déjà pratiqué à un niveau suffisamment haut pour avoir de la distance, pour savoir où on commence et où on finit, et surtout encore avoir des chevaux qui ont des capacités d'enseignement, c'est-à-dire que on ne peut pas apprendre à monter sur un cheval qui n'est pas dressé. Alors on est même dans l'équation terrible, c'est qu'on demande à des jeunes de démarrer avec des poulains qu'il faut débourrer et dresser, alors qu'ils n'ont jamais même monté eux-mêmes des chevaux dressés et qui ne savent même pas déjà où on commence, ils ne vont pas savoir où aller. Donc tout ça, c'est un petit peu... D'où cet adage, jeune cheval, vieux cavalier. Oui, c'est ça, vieux cavalier. Mais ça, tout le monde le dit, et puis on ne le fait pas. Par contre, il ne s'agit pas de dire que les formations sont mauvaises, il ne s'agit pas de dire que les bons, les mauvais. Je veux dire qu'il y a certainement des avancées importantes à faire pour résoudre les problèmes qui sont, vous les avez très bien définis, un manque de compétences de gens
Ils sont incompétents parce qu'ils n'ont pas eu une transmission de savoir suffisant. Ça n'a rien à voir avec leur personnalité, mais simplement avec leur parcours qui est insuffisant. Et puis de professionnels qui ont des exigences de vie, qui sont parfois dures et qui ont été, à eux-mêmes, ont commencé un peu à l'ancienne, et avec des lois sociales qu'ils sont obligés de respecter alors qu'eux-mêmes travaillent 12 heures par jour. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et c'est sûr qu'actuellement, on est un petit peu dans le creux de la vague. En vous écoutant, il y a quand même ce mot qui revient et qui a l'air d'avoir, et Charlène l'a dit, l'a exposé aussi tout à l'heure, c'est cette question d'expérience, quoi. C'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience, ce qui est un petit peu différent de la compétence. C'est-à-dire que une formation n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée à un moment d'une prise d'expérience, d'un temps d'expérience qu'on peut travailler, sur lequel on peut revenir et à partir duquel on peut construire du savoir et de la compétence. En fin de compte, c'est une question de temps. Il est impossible en un an de former un moniteur ou un maréchal ferrant, puisque c'est la même chose ici. En un an, si la personne n'est pas rentrée en formation avec déjà des compétences, c'est-à-dire un certain nombre de données, il ne peut pas sortir avec un niveau suffisant pour intéresser le monde professionnel. Sauf certains parce qu'ils sont doués et qu'ils apprennent très vite, ou parce qu'ils sont déjà un peu issus du milieu et qu'ils ont déjà des vécus un petit peu avant. Si je peux encore rebondir, c'est vrai que vous parlez de temps, et moi je trouve qu'on est à une époque quand même, avec justement ce fameux terme de la compétence, là, qui centralise la formation, qui centralise les dispositifs, où finalement on fait croire qu'à la sortie de la formation, voilà, on aura les compétences. Alors que le temps de formation est vraiment un temps de gestation et qu'il faut du temps pour faire la formation. Parce qu'en fait, en formation, c'est pas les compétences, c'est des capacités, c'est un terreau en fait qu'on va travailler pour la compétence qui se développera par la suite. Mais du coup, ça demande énormément de temps, ce temps de formation, et je trouve qu'on est dans c'est global, hein, c'est pas forcément les filières équines, hein, c'est dans beaucoup de milieux professionnels, on raccourcit le temps et on dit voilà, en formation, à la sortie, on va faire telle compétence et vous aurez telle compétence, ce qui est un peu un raccourci qui du coup fait disparaître ce temps de formation, ce temps de gestation. On est supposé avoir les conseils. Oui, on est supposé avoir les compétences, voilà, tout à fait. Certains y arrivent. Oui. Mais assez peu quand même. Mais vous l'avez dit, parce qu'ils ont eu un vécu. Voilà. Parce qu'il y avait une imprégnation avant, parce que, alors il y en a certains qui sont très doués, hein, voilà. Mais je pense qu'effectivement, dans ce système-là, ceux qui vont plus vite, c'est ceux qui ont déjà pas le background, mais en tout cas une certaine imprégnation avec le milieu. Il y a aussi ce problème terrible c'est qu'aujourd'hui les centres équestres sont arrivés à un niveau où ils font plus du loisir, quand même, c'est plus une organisation de loisirs, qui s'est détachée progressivement de l'équitation classique, par nécessité de vivre, de faire plaisir aux gens, du ludique, ce qui est tout à fait légitime. Mais on n'enseigne plus, si vous voulez, les bases. Alors, si elles sont enseignées, parce que si vous prenez les bouquins de la fédération, ils sont très bien faits, les examens sont très bien faits, les bouquins sont très bien faits, mais tous les examens intermédiaires sont passés d'une façon laxiste, sans vérification des connaissances. Les gens montent de niveau sans compétences, ils montent en compétition sans compétences. Et donc, quand ces gens-là viennent du milieu amateur, ils ont monté en épreuve, ils pensent que parce qu'ils ont monté en épreuve, ils vont être capables de monter des jeunes chevaux, alors qu'ils sont très très loin Ils ont appris à monter avec de mauvaises bases, et donc avec des défauts importants, et il faut les remettre à niveau technique pour arriver à ce qui un dialogue logique par rapport aux jeunes chevaux. C'est-à-dire que leur façon de dialoguer à travers leurs mains, leurs jambes, leur assiette n'est pas juste parce qu'on n'a jamais vraiment été assez loin. Ils ont été noyés dans une masse de clients. Même s'ils avaient envie d'apprendre eux-mêmes, on ne leur donne pas forcément les moyens de progresser. Alors on constate qu'aujourd'hui, tous les grands cavaliers actuels ne sortent plus des centres équestres du tout. Ils sortent... Soit ce sont des fils de professionnels, soit ce sont des gens qui ont eu la chance de pouvoir faire du compagnonnage
à droite et à gauche parce qu'ils avaient envie de le faire. Et puis le reste, c'est des gens argentés surtout parce qu'ils ont les moyens de se payer de l'instruction. Donc moi, je fais partie maintenant de coach. Je suis payé par des gens assez riches pour instruire leurs enfants. Et donc, on fait le travail que les clubs n'ont pas fait. Mais eux, ils ont les moyens. Moyens de me payer, moyens d'acheter des chevaux qui leur permettent de se présenter en compétition. Et donc, tout ce niveau de haut niveau en France, qui est très bon et qui est de plus en plus important, parce qu'on a une nation formidable, des bon élevage, etc., des gens compétents, elle ne vient pas de la base. La base est tronquée. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire de ce côté-là. On verra peut-être les solutions plus tard. À vous écouter, tous les deux, je me rends compte qu'en fait, il y en a une certaine forme d'inégalité, quelque part, à l'accès à la compétence. Dans ma thèse, c'est quelque chose que j'ai relevé, où effectivement, quand on était enfant issu du sérail, on n'avait pas du tout le même bagage à l'entrée en formation qu'un élève qui faisait quelques heures d'équitation dans un centre équestre, qui en plus était basé sur du ludique, de la pédagogie de la réussite, où comme c'était un client, on lui disait « c'est très bien ce que tu fais, tu montes très bien, c'est très bien ». Donc l'élève, le jeune se dit « bon, je peux devenir professionnel puisque ce que je fais, c'est bien ». Mais donc Maud, toi, tu le dis bien, effectivement, c'est pas parce qu'on fait la même formation qu'à la fin, on obtient la même compétence. Moi, je me posais du coup une autre question, c'est est-ce que ce niveau de compétence, il évolue dans les années? Donc, si on a bien compris que ça évoluait au sein même des personnes dans le temps et que chaque personne avait des niveaux de compétences différents, est-ce qu'on attend le même niveau de compétence aujourd'hui qu'il y a 20 ans et est-ce qu'on aura la même attente dans 20 ans de ce niveau de compétence à cheval, par exemple? Pour moi, si vous voulez, les gens sont comme les chevaux. Il faut les traiter en individuel. Et d'ailleurs, j'essaye toujours de faire des leçons individuelles parce que chaque problème doit être résolu. Le sentiment d'un individu n'est pas le même qu'un autre. La progression n'est pas la même. Pour les chevaux, c'est la même chose. C'est une équitation. Déjà à deux, c'est difficile puisqu'il y a le cheval et le cavalier. Mais le travail en reprise, c'est bien pour s'amuser, quoi. Mais si on veut vraiment aller au bout des choses, il n'y a que le travail individuel qui est possible. Après, chacun évolue à son niveau, plus ou moins bien. S'il a la chance de tomber sur des bons professeurs, d'avoir des chevaux corrects, et puis d'avoir un peu de don, parce qu'il faut les trois, et d'avoir le temps et les moyens de faire, il va forcément évoluer. Donc il n'y a pas de règles. En formation, il faudrait faire rentrer que des gens qui ont un certain nombre d'aptitudes, et de volonté ou déjà d'un léger vécu. Moi, je sais qu'ici, au Pin, quand les gens avaient déjà travaillé en écurie, c'était plus facile. Ceux qui n'avaient jamais travaillé en écurie, ils étaient tout feu, tout flamme. Au bout de 3 mois, il y en avait qui avaient envie de rentrer chez eux, quoi. Parce que entre le loisir et puis le travail en écurie, c'est très, très différent. Bon, il y a ça, et puis il faut mettre des moyens financiers, tout simplement, et il faut y mettre du temps et des moyens financiers. Alors le niveau aujourd'hui, le niveau d'entrée des jeunes dans les formations est franchement nettement moins bon qu'à notre époque. Pas alors que les chevaux sont meilleurs, que les structures sont meilleures, qu'il y a beaucoup plus de gens qui montent à cheval. C'est simplement parce que les gens, c'est un peu comme en classe, il y a des gens rentrent, ils ne savent pas lire ni écrire. Ils savent à peine lire ni compter. Ils font du ludique. Alors, apprendre par la découverte, c'est impossible. On ne peut pas découvrir des choses qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'a jamais senties. Donc tout ça, on tourne un peu en rond. Donc il faut trier les gens, ou il faudrait peut-être le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire faire une première étape qui viserait à refaire les bases, puis une deuxième étape pour travailler les chevaux, puis une troisième étape pour aller après en entreprise. On est bien obligé de rattraper le temps perdu, puisque les bases n'étant pas enseignées dans les clubs, et nous on est obligé, alors qu'on devrait leur apprendre à s'occuper des chevaux, on est obligé de leur réapprendre à se tenir droit à cheval, de se servir de leurs mains et de leurs jambes correctement, d'avoir un accord des aides simplement correct. Ils ne l'ont pas. Et si je peux réagir, moi j'ai l'impression à vous écouter quand même que le problème c'est un petit peu déplacé. Comme vous dites, il faut faire le tri.
C'était pas ce que vous faisiez avant, mais aujourd'hui vous êtes en train de le faire et en même temps le niveau augmente. Vous le dites, les écuries sont meilleures, les cavaliers sont meilleurs et au niveau national, Oui. est-ce qu'il y a un meilleur niveau ? Il y a un bien meilleur Il y a niveau. un bien meilleur niveau. Mais, Donc ça veut dire peut-être aussi que c'est... mais c'est le niveau général qui a baissé. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a finalement, sans porter son nom, il y a un vivier en fait qui s'est constitué, un vivier qui ne dit pas son nom, quelque part. Mais il y a plein Par de tous gens ces entrants qui arrivent de la formation. Il y a plein de gens qui rentrent en formation ou qui voudraient y rentrer, qui seraient certainement capables de faire ce métier sans aucun problème. Ils en ont les capacités mentales, physiques et peut-être, etc. Le problème est que ils rentrent en formation sans être capables de suivre le programme qui va être donné. Ils sont en retard déjà avant de rentrer. Donc quand ils sortent, ils sont forcément pas au niveau des professionnels. Donc c'est pas les formations en elles-mêmes ne sont pas à critiquer, mais avant on avait des formations en 2 ans. Maintenant c'est interdit les formations en 2 ans. Quand j'étais ici, j'arrivais à récupérer des élèves qui venaient de la MFR de Balleroy ou du CEZ de Rambouillet. C'est-à-dire qu'ils faisaient une année à Balleroy, ils faisaient une année à Rambouillet. Et puis moi, comme j'allais donner des cours aussi au CEZ de Rambouillet, voilà, je disais, si vous avez des gens qui sont perfectibles, vous me les envoyez au pain. Donc, j'arrivais à récupérer des élèves qui avaient déjà fait une année, on trichait un peu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 années ici, ils faisaient une année quelque part, et puis ils avaient déjà un peu temps de réfléchir et d'apprendre, et puis ils revenaient ici, et là, ils étaient opérationnels. Et donc, dans les élèves que j'ai eus ici, dont 5 ou 6 sont dans les 100 meilleurs cavaliers de jeunes chevaux aujourd'hui, en France, ces gens-là sont issus d'une formation un petit peu organisée. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait un peu de formation ou d'écurie avant de venir, c'est-à-dire que c'était des professionnels qui m'envoyaient des élèves, des jeunes à eux qui n'étaient pas capables de monter en concours, mais qui avaient des compétences et qui avaient des qualités. Ils venaient ici au pain pour monter 6 chevaux par jour. Donc là, c'est autre chose. Là, d'un seul coup, ils pouvaient développer leur capacité de faire, pas sur un cheval, sur 6, plus les débourrages. Et donc là, on arrivait à les éclater un petit peu, et après, on les replaçait dans une écurie. On a de très bonnes écuries, on connaît les gens, c'est que si on les envoie là, ça va être bien, etc., qui vont continuer à se former. Parce que quand les gens sortent d'ici, contrairement à ce qu'on pense, ils montent que les 4 ans ou les 5 ans dans une écurie, jamais mieux. Il leur faut 2 ans de travail, puis après ils passent aux 6 ans et aux 7 ans éventuellement s'ils sont très bons. Et après seulement, on les retrouve à un niveau Pro 2, Pro 1. Donc on s'aperçoit que même après la sortie de formation ici, il y a un minimum de 3 à 4 ans avant qu'ils puissent vraiment travailler avec l'idée qu'ils avaient au départ. Les autres abandonnent. On parlait du temps, là. Ah non, mais... Oui, non, mais c'est incompressible. De toute façon, je peux vous donner les exemples et les noms des gens qui sont passés ici et ce qu'ils ont fait, etc. Alors certains ont bifurqué en cavalier maison parce qu'ils n'étaient pas assez opérationnels en concours, ils gagnent très bien leur vie. Certains sont passés en groom de qualité, où ils montent un peu à cheval aussi, parce qu'ils ont des responsabilités, c'est des gens bien, mais ils n'avaient pas les capacités de compétition. Certains ont un établissement professionnel à eux, certains sont devenus éleveurs, d'autres ils sont selliers, marchands de cuir, d'aliments ou d'autres choses. Mais presque tous sont restés quand même plus ou moins dans le métier. Mais le métier de cavalier, c'est de l'écrémage. Tout à l'heure, Maud, tu disais que c'était quelque part que cette sélection, en fait, elle avait changé de niveau. Le constat, moi, que j'ai pu faire, c'est qu'il y a 30 ans, c'était les centres équestres. En fait, déjà, on avait moins ce rapport client, on formait des équitants dans les centres équestres. Du moins, en fait, en plus, je pense qu'aux élèves, en plus de leur apprendre à monter à cheval, on leur apprenait réellement à s'en occuper. En fait, on les respectait. On n'avait pas par exemple, on avait des enfants qui apprenaient à bouchonner leur cheval pour pas qu'ils ressortent mouillés de sueur à l'herbage. Pour avoir revu des centres équestres récemment. Les chevaux n'étaient pas remis à l'herbage d'ailleurs, ils étaient tous en boxe ou en stall. Il y avait pas de. Et aujourd'hui, tous les centres équestres, les chevaux sont dehors, ce qui est très bien pour le bien-être animal.
Et puis parce que ça coûte moins cher au centre équestre que de les avoir en boxe. Et puis il n'y a pas besoin de vider les boxes. On va chercher les chevaux pour les monter, on les remet au prêt, voilà. Avant, tous les chevaux étaient en boxe. Il n'y avait pas d'extérieur. Il y avait des centres en ville. Donc les gens venaient, ils devaient préparer leur cheval. Et après, ils devaient le rentrer, ils devaient faire les cuirs, ils devaient graisser les pieds. Il y avait tous les à côté voilà, qui aujourd'hui, on les retrouve un petit peu moins, ou du moins pas dans tous les centres équestres. Et donc moi, le constat, ou l'idée en tout cas que je me suis fait, c'était de me dire, bon, avant dans les centres équestres, on faisait quelque part cette première sélection. En fait, cette sélection entre le jeune passionné qui pouvait potentiellement devenir professionnel ou juste la personne qui faisait du loisir et on n'allait pas plus loin. Et ensuite, les centres de formation recueillaient déjà des jeunes qui avaient une idée, on va dire, un peu plus précise du traitement avec le cheval. Il y avait assez peu de centres de formation. Il y en avait 1 ou 2 à Paris, et il y avait les petits pains ici. Donc ça voulait dire que finalement, la sélection... Non, mais la sélection, c'était différent, parce qu'un centre équestre à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, vous aviez tout, depuis la promenade, les poneys, après il y avait le manège en toit avec les examens, puis après il y avait les chevaux de propriétaires, il y avait les chevaux de manège qui sortaient en compétition, des chevaux de propriétaires qui sortaient en compétition, le moniteur qui sortait en compétition. Donc il y avait dans le club, il y avait toutes les étapes. C'est-à-dire que quelqu'un qui montait dans un club, il pouvait commencer avec le poney, après il passait à cheval, et puis après il achetait ou il louait un cheval de manège de qualité, soit il achetait un cheval ou il passait un cheval en demi-pension, il passait dans le camp des propriétaires, et puis donc il y avait une progression à l'intérieur des centres équestres qui faisait que ils avaient un peu cette formation. Alors maintenant vous êtes dans un centre équestre, si c'est du poney, c'est du poney. Si le niveau maximum c'est galop 5, c'est galop 5 pour tout le monde. Ouais. Moi, en vous écoutant, ça me fait penser à quelque chose, c'est à la théorie des environnements capacitants, toujours en lien avec les compétences. C'est-à-dire que les compétences, on dit souvent, voilà, c'est les individus, c'est les jeunes, est-ce qu'ils sont compétents, pas compétents, est-ce qu'ils ont les qualités, les aptitudes, etc. Mais on parlait tout à l'heure, voilà, est-ce que la compétence, elle change avec la carrière? Elle va changer aussi en fonction de l'environnement. Et en fonction de là où on travaille. Et à vous écouter, moi j'entends effectivement que les centres équestres, ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette possibilité, il y avait un vivre avec l'animal, où on avait des activités de soins, des activités autres que simplement techniques. Enfin, je ne sais pas, là, je pars un peu sous votre contrôle. Et qu'aujourd'hui, finalement, peut-être parce qu'on organise le travail autrement, parce qu'on le répartit ou on le divise autrement, finalement, mais c'est une question, est-ce que les centres équestres serait un petit peu moins capacitant finalement pour tous ces jeunes qui arrivent et qui connaissent moins, en tout cas ceux qui connaissent moins, le métier et les contextes professionnels. Alors je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par tous mes collègues que je connais bien qui tiennent des centres équestres. Disons qu'il y a encore de très bons centres équestres qui font les choses et qui ont une ampleur qui font que on retrouve un peu le mécanisme que je vous avais dit, du débutant jusqu'au confirmé. Il y a encore des centres équestres qui le font. Mais ce n'est pas 1 sur 10. Donc, il y a toujours de très bons centres équestres. Après, les centres équestres sont plutôt spécialisés. Ils sont spécialisés poney, ils sont spécialisés ceci, cela. D'ailleurs, il y a les compétitions clubs sont tout à fait en dehors des compétitions nationales. La fédération, elle gère les deux, mais les compétitions... Donc c'est vraiment très séparé parce que les chevaux de manège n'ont plus les capacités de participer à des épreuves amateurs normales. Pas tous, il y a un club sur 10 qui le fait. Non, mais c'est pas forcément de la responsabilité du directeur du centre équestre, c'est aussi une manière de travailler, une spécialisation. Et puis les clubs aujourd'hui, ils sont issus des BPGEPS d'il y a 25 ans. Donc plus ça va aller, pire ce sera. Non mais on peut pas demander à quelqu'un qui ne sait pas monter à cheval d'apprendre aux gens à monter à cheval. Bon, c'est un peu dur de le dire, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, les gens, ils vont plus dans les centres équestres pour apprendre à monter, ils vont dans les écuries de compétition. Mais ils ont besoin d'argent parce qu'il leur faut un cheval. Justement, je voulais rebondir parce que tout à l'heure, quand on parlait de la transmission de cette connaissance pour devenir compétence chez la personne, c'était d'apprendre grâce à des personnes qui venaient du haut et qui avaient déjà eu tout ce recul.
Moi, il y a un chiffre qui m'a quand même beaucoup étonnée en analysant les offres qui sont diffusées, donc les offres d'emploi qui sont diffusées sur le site d'Equiresources. On a 76% des offres d'enseignants d'équitation qui ne demandent aucun niveau d'expérience. C'est-à-dire qu'on a presque 80% des offres qui sont accessibles sans niveau d'expérience, alors qu'on est sur le métier d'enseignants qui sont les premiers interlocuteurs de nos peut-être futurs professionnels. Moi, c'est un chiffre qui m'a vraiment alertée et qui vraiment est inquiétant, je trouve, pour la suite. Je pense que vous êtes en train de cerner le vrai problème. Enfin, le vrai problème de la base. Parce que on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui font bien leur travail aussi dans les centres équestres, qui sont passionnés. Bon, mais la formation professionnelle, elle dure toute sa vie. Moi-même, je continue de faire des stages. Il y a des stages d'entraîneur auxquels je suis, où je vais de temps en temps voir comment travaillent les entraîneurs de dressage à droite ou à gauche. Je continue, j'apprends en permanence encore dans la façon d'améliorer le travail des chevaux dans le temps, quoi. C'est un métier, c'est un peu comme la musique, hein. Alors nous, on apprend aux jeunes à monter, à jouer sur des instruments qui ne sont pas accordés. C'est moins mélodieux. Bah, ils ne savent pas, eux. Ils ne le savent pas. Et on a, dernière chose, ce qui est très bien, c'est l'émergence du cheval, du respect du cheval et du bien-être de l'animal. Mais on tombe dans une nouvelle ère qui sont des centres équestres qui ne pensent plus qu'au bien-être du cheval et où la place de l'équitation devient pratiquement nulle. Alors justement, quand on parle de bien-être de ces poneys ou chevaux de centre équestre, moi je me suis quand même fait la réflexion, au détriment d'un bon travail, ce bien-être, en fait, il impactait la bientraitance. Quand on voit des animaux qui sont peu musclés ou qui, du coup, sont moins maniés par des enseignants d'équitation qui savent aussi reconnaître à quel moment le cheval soit est fatigué ou soit le niveau n'est pas adapté par rapport à ses cavaliers, etc. Bah, ce sont les connaissances qu'on a du cheval qui nous permettent de faire moins d'erreurs que les autres. J'écoutais tout à l'heure un petit peu les histoires. C'est très difficile. Je pense quand même qu'il faut améliorer les formations. Et il faut que le bien-être animal fasse partie des formations. C'est-à-dire que on doit se servir que de chevaux qui sont en parfaite santé, qui sont bien soignés et qui soient le mieux montés possible. Vous savez, un cheval qui fait du haut niveau, il est souvent 10 fois mieux traité que le cheval de club, ou du cheval qui est monté par quelqu'un qui s'accroche à la bouche pendant tout le parcours. Alors si on commence comme ça, qu'est-ce que c'est le bien, le mal, on ne va pas en sortir. Mais je crois qu'il faut remettre un petit peu... il faut retrouver des systèmes de formation qui permettent... il disait qu'il ne fallait pas s'adresser aux professionnels. Je pense que le professionnel, c'est le premier à qui on doit dire, bon, bah, écoute, il faut redresser la barre. Je crois qu'il ne faut pas passer... Les professionnels ne passeront pas par des gens extérieurs qui vont leur apprendre leur boulot. Ça, c'est interdit. Ils vont les rejeter. Il n'y a que la fédération, il n'y a que les organismes importants qui peuvent, ou des entraîneurs d'un certain niveau, ou des gens qui ont des capacités et de la technique, qui doivent les orienter dans le bon sens. Et leur dire, les débourrages, ça se fait pas comme ça se fait comme ça, parce que le bien-être du cheval le réclame. Savoir utiliser des chevaux, les soigner, les monter le mieux possible. Mais il faut que ça parte du haut vers le bas. Si vous demandez à des gens qui ne sont pas du milieu, ce qui se fait en ce moment, les centres équestres sont contrôlés par des gens qui n'ont jamais vu un cheval et qui prennent des photos, qui disent tiens, votre cheval là, celui-là, ça va pas, il n'y a pas assez de paille, machin. Ils savent pas comment soigner un cheval. Ils veulent pas les toucher parce qu'ils en ont peur. Et ils viennent juger un professionnel, et ça passe sur les réseaux sociaux, et les gens vont dans les tribunaux, etc. Et on marche sur la tête en ce moment. Tout le monde s'occupe de tout. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller dans un restaurant, et puis d'aller aux cuisines, et puis d'expliquer au gars comment il doit travailler, quoi. Il faut que ça parte. C'est à la profession de faire le ménage
chez elles. Ça, c'est important. Justement, c'était ma question qui suivait, parce qu'on a une petite tendance à vouloir régler tous les maux par la formation, mais en fait, la formation, elle n'a pas forcément réponse à tout. Et il y a quand même un cadre dans lequel la formation s'inscrit, l'emploi s'inscrit. Et en fait, moi, je voulais connaître aussi un petit peu les causes de cette évolution, quelque part, qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est tout un système qu'il faut qu'on remette en question ? Est-ce que c'est un travail à faire, par exemple, avec notre fédération française d'équitation, au-delà de la formation de ces enseignants ? La fédération a son rôle, un rôle très important, mais la fédération ne s'occupe que des centres équestres. Elle ne s'occupe pas des écuries de compétition. Sauf si les écuries de compétition elles font partie de la fédération si elles payent un droit d'entrée, une cotisation importante. Et les professionnels, pour ne pas dépenser d'argent, ne font pas ces trucs-là. Ils prennent leur carte de cavalier au poney club du coin. Et donc, ils ne sont pas représentés. Les professionnels du cheval ne sont pas représentés à la fédération. Alors, tout le monde en France, on est tous en ordre de bataille. On a les éleveurs d'un côté, on a les professionnels du cheval d'un côté, on a les propriétaires, on a les centres équestres. Et puis, chacun est de son côté, chacun essaye. Les marchands sont encore d'un autre côté. Il faudrait partir comme en Allemagne, où la fédération regroupe tout le monde et où toutes les décisions sont prises en fonction d'un ensemble, c'est-à-dire d'une profession où tout le monde a besoin des autres. Un écosystème, quoi. Ben oui, il faut recréer des liens entre l'éleveur, le dresseur de chevaux, le marchand, l'utilisateur, l'acheteur, etc., quoi. Après, il faut être une filière. Il faut que la filière se regroupe. Ça rejoint la question de la spécialisation tout à l'heure, où vous disiez qu'effectivement les centres équestres maintenant se sont spécialisés. Et peut-être, ça c'est un mouvement général, hein, c'est vraiment une lame de fond de l'organisation un peu sociale. Et qu'effectivement aujourd'hui on revient un peu de cette organisation où on se dit mais on a besoin d'avoir de la transversalité, on a besoin de refaire du lien, parce que sinon on travaille les filières, les spécialités, les métiers, on travaille tous en silo, quoi, sans se parler les uns les autres, on avance. On ne se parle pas avec les chevaux de course, c'est un peu idiot. Les gens ne se connaissent pas. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans le même monde, mais finalement, voilà, c'est cloisonné. Voilà, c'est cloisonné. C'est très cloisonné. Ouais. Et le milieu du cheval, c'est cloisonné. Il y a les gens du dressage, il y a les gens du complet, il y a les gens du concours, il y a les gens du poney. Pas que chez le cheval. Non, mais c'est idiot, parce qu'on fait tous le même métier, quoi. Et après que chacun se spécialise, on peut être spécialisé, c'est pas un problème. Après, on pourrait très bien s'organiser. Quand je me suis installé à Fougères, en Bretagne, il y avait 3 centres. Il y avait déjà 2 centres équestres. Il y avait un poney club et il y avait un club de randonnée. Et donc, quand je me suis installé à Fougères, on s'est réunis et moi j'ai dit écoutez, je ferai pas de poney et je n'organiserai pas. J'organiserai éventuellement de temps en temps une balade avec mes cavaliers, une randonnée d'une journée ou deux, mais je ne ferai pas d'équitation verte. Et on avait pris la décision de faire une cotisation commune aux 3 clubs, qui permettait aux gens d'aller faire le gamin, il allait au poney club, que celui qui voulait faire la randonnée, il allait la semaine d'après au découverte, et il voulait monter à cheval dans le manège, apprendre à travailler un cheval, il venait à la maison. Et on a développé l'équitation parce qu'on s'est alliés au lieu de se battre. Sinon, chacun fait tout mal. Donc moi, je faisais bien mon job, ils faisaient bien le leur. Et moi, j'organisais le concours à l'endroit où il y avait, en forêt de Fougères, où il y avait le club d'équitation verte. Et puis, le gars du poney club, il venait apprendre à monter à cheval à la maison. Et nous, on envoyait nos gamins là-bas. Et puis, tout le monde était content. Je n'avais pas les capacités de faire les 3, de toute façon. Et eux, pareil. Donc là encore, on pourrait créer une synergie avec des clubs où chacun fait bien son travail, avec des passerelles, tout simplement. Plutôt que de dire je veux garder le client, et on voit des gamins de 16 ou 17 ans encore monter à poney. Parce qu'ils ne veulent pas quitter leur client. On voit des filles d'1m70 sur des poneys d'1m20, quoi. On voit ça régulièrement. Et selon vous, comment on pourrait aujourd'hui inverser la tendance ?
là aussi, il faut que les gens comme vous qui s'occupez des formations et qui les étudient, nous, on n'est jamais en rapport avec vous, en fin de compte, les gens du milieu équestre. On travaille dans notre bulle, vous voyez ça, bon, je pense que on pourrait peut-être que le monde professionnel se prenne en charge un petit peu pour participer aux formations, d'une façon ou d'une autre, soit financièrement, parce que s'ils veulent retrouver du personnel un jour, il faut qu'ils mettent aussi la main au bassinet, par la taxe professionnelle ou par d'autres systèmes d'aide, ou tout simplement de temps donné dans les formations. Ça, c'est une chose. Ensuite, on pourrait recommencer le compagnonnage qui avait été arrêté pour des raisons tout à fait justifiées d'exploitation anormale du personnel. Il y a eu des excès importants, heures de travail, sous-payés, logements dégueulasses, j'en passe, tout le monde est au courant de ça. Donc là, le monde professionnel a aussi pas mal de choses à se reprocher. Mais redonner à un certain nombre de gens, leur donner, si vous voulez, un label. Dans chaque région, on peut donner 3 ou 4 professionnels triés sur le volet qui ont des capacités d'accueil, qui ont des choix à faire monter et qui ont des heures à consacrer à la formation, de reprendre des jeunes en compagnonnage. Ça, c'est, je pense, avec une surveillance. Autre chose, on peut aussi permettre à... ça, c'est un problème national. J'avais parlé de donner des bourses à des jeunes méritants qui n'ont pas les moyens, et puis de pouvoir les envoyer soit dans des formations, soit chez des professionnels pour qu'ils puissent se former, avec charge de rendre à la profession. C'est un peu comme on fait dans certains pays. On vous paye les études et après vous devez 2 ans ou 3 ans de travail pour rendre ça. Ou alors, c'est ce que font les fonctionnaires d'État quand ils sont formés chez alors, nous. Tout ça, c'est un peu des paroles, mais si on arrive à améliorer un peu les formations par une meilleure discussion et en triant un petit peu les élèves. C'est ça le problème, c'est que le lycée agricole, quand vous rentrez une classe en leur promettant qu'ils vont faire du cheval, etc., la plupart, le déchet est énorme. Alors, il faut peut-être leur donner un petit peu plus de possibilités. Faut quand même diminuer le nombre de jeunes en formation qui seront spécialisés, mais au contraire en essayant de prendre des gens qui ont les capacités. Et puis, donc, le compagnonnage, les bourses, et puis, voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres formules. Alors, juste pour compléter peut-être, vous avez parlé un petit peu de la carrière. Et moi, j'aimerais peut-être ajouter aussi tout ce qui concerne les dispositifs de formation tout au long de la vie. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ce que vous avez raconté. Vous étiez vous-même en formation, etc. Et je pense que ça aussi, des systèmes de formation continue tout au long de la carrière des professionnels, avec peut-être des passerelles de secteur à un autre, voilà, de monde du cheval à un autre. Voilà, c'est aussi des choses qui peuvent se penser. Je sais que les creux... Et puis, il y a des organismes comme les conseils des chevaux, etc., il y a pas mal de stages d'organisés pour les professionnels. Des stages, c'est payé par le Corem ou je ne sais plus quoi, enfin, il y a plein de trucs. Mais il y a pas tellement, c'est toujours les mêmes qui participent. Les autres, ils n'y viennent pas. Ça, c'est le problème de la formation, c'est que c'est souvent les initiés qui en profitent le plus. C'est ceux qui sont déjà, qu'on n'aurait pas forcément besoin, qui y vont. Et qui, eux, en profitent avec plaisir, et ceux qui en auraient besoin n'y vont pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas un enseignant, enfin, je ne vais pas dire de chiffres, ce serait un peu idiot, mais je ne pense pas qu'il y en ait 1 sur 5 qui monte à cheval. Alors qu'on sait qu'on a besoin dans cette filière pour séduire les professionnels, que ce soit des pairs en fait. Il faut qu'ils trouvent une légitimité dans l'enseignant qui les fait évoluer. C'est l'exemple, l'enseignant, normalement. Vous avez envie de ressembler à votre prof de judo, à votre prof de tennis, à votre prof de ski. Or, l'équitation, c'est le seul sport
en France où l'enseignant n'a pas besoin de performance, il n'a pas besoin de savoir monter à cheval, il n'y a pas d'exigence. Parce que l'exigence qu'il y a aux examens, si vous avez vraiment un brave cheval et il fait le tour, bon, allez, le gars, on lui dit, bon, allez, on lui donne, quoi. Et d'ailleurs, le niveau a baissé parce qu'on considère que dans les clubs, ils n'ont pas les moyens d'avoir des bons chevaux. Donc, on a diminué le niveau technique des examens pour pouvoir accepter pour qu'ils soient reçus à leurs examens. Et puis aujourd'hui, il faut 3 ans. Vous avez le droit de passer autant de fois que vous voulez. Si vous êtes recalé, passez l'année suivante. Si vous êtes recalé l'année suivante, puis au bout de 2-3 ans, on le donne. Donc, pour ne pas être enseignant, il faut vraiment être mauvais. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, on ne paye pas cet effet de massification de l'équitation, qui à la base est un sport réservé à une élite, à la fois financière, sociale ? Mais il ne faut pas... La masse, c'est important d'avoir... Plus vous aurez de gens à la base. Mais alors, le loisir, c'est un moyen d'appel. La promenade, c'est un moyen d'appel. Et puis après, les gens ils viennent dans les centres équestres sans savoir. Et puis, certains vont rester dans le loisir, certains vont rester dans la promenade et la randonnée. Et puis d'autres vont voir, tiens, dis donc, ils voient un gars qui saute, un autre qui dresse. Vous êtes amené forcément à avoir envie de faire des choses que vous voyez. Voilà. Et donc, c'est l'exemple qui donne envie aux gens de faire ce que les autres font, c'est tout. Donc, s'ils ne le voient pas, ils ne peuvent pas avoir envie de ce qu'ils ne savent pas. Donc, je ne crois pas que le développement qu'a fait la fédération est bon. C'est encore la fédération, elle a fait un certain nombre de très très bonnes choses. Elle a développé l'équitation de masse, mais en oubliant de garder quelques garde-fous ou de garder un certain nombre de valeurs qui sont nécessaires pour monter à cheval, parce que la responsabilité de monter un cheval, pour ne pas l'abîmer, le monter au mieux possible, apprendre à le soigner, etc., ça demande des connaissances. Les connaissances qui sont établies dans les galops 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Mais vous demandez à n'importe quel élève ce que mange un cheval par jour, combien de litres d'eau il boit, et ils ne le savent pas. Nous, on était obligés de le savoir. Nous, on apprenait même le squelette et les machins, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Mais dans la pratique pure des soins des pieds, etc., on ne le fait plus. Et les gens sont contents d'apprendre, vous savez. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces mots, justement, que la formation, elle est aussi vectrice de bonnes sensations, d'épanouissement professionnel et que ça permet aussi de perdurer dans le métier, ce qui est aussi très important. Je vous remercie vraiment très sincèrement à tous les deux, Francis et Maude, pour votre intervention et le partage de votre expertise. Et à très bientôt, j'espère. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Equiresources dans la rubrique Métiers et formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications, ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation, telles que le guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.